Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconnect. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore qui va se présenter. Alors Aurore, dis-moi, qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour à tous, bonjour Séverine. Eh bien, écoute, du coup, je m'appelle Aurore. Aujourd'hui, je suis psychopraticienne en dépression et en burn-out, notamment sur les réseaux sociaux, enfin beaucoup en visio. Avant ça, j'ai travaillé en tant qu'infirmière en service psychiatrique pendant plus de 10 ans. Alors psychopraticienne, pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce que c'est comme métier? En fait, c'est un terme qui n'est pas protégé, qui veut dire que tu as des pratiques en psychologie, mais tu n'es pas psychologue, tu n'es pas psychiatre. Donc, on peut l'utiliser pour mettre beaucoup de choses finalement dedans. Et aujourd'hui, pour exercer mon métier, je n'ai pas le droit de dire que je suis infirmière en psychiatrie. Donc, du coup, j'utilise ce terme, voilà, pour D'accord, pouvoir me présenter. ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, voilà, de passer vers ce métier, de passer d'infirmière vers ce nouveau métier? J'ai pas mal été frustrée dans ma carrière, d'abord par la fonction publique, puis par le salariat privé, enfin également par l'intérim. Je crois que j'étais au bout du bout du bout de ma carrière d'infirmière et j'avais vraiment envie de pouvoir exercer mon métier comme je l'entends avec finalement peu de barrières, peu de limites et aussi être connue pour ma valeur, pour ce que je pouvais délivrer auprès des gens et aller vraiment jusqu'au bout finalement de leur transformation. Hmm. Et alors, pourquoi ces sujets dépression et burn-out, hein, plus spécifiquement? Parce que quand on vient de la psychiatrie, il y a plein d'autres pathologies sur lesquelles on pourrait accompagner. Tout à fait. Alors particulièrement ces deux pathologies-là pour deux raisons. La première, c'est que j'ai travaillé dans un centre expert en dépression et en burn-out qui a changé totalement ma pratique infirmière auprès de ces pathologies-là. La deuxième, c'est parce que je suis moi-même sujette à des dépressions et j'ai également fait un burn-out dans ma vie. D'accord. Alors, et ce centre, du coup, alors moi je savais pas, c'est un centre du coup psychiatrique, c'est ça, pour le burn-out dans lequel tu as exercé? Oui, on peut le voir comme un hôpital de jour finalement, D'accord. mais comme c'est un terme qui peut faire peur aux gens parce qu'ils disent hôpital de jour, quelle pathologie il peut y avoir dedans, etc. On préfère dire centre de jour. Il y en a plusieurs en France qui existent et c'est vrai que c'est très intéressant de le savoir quand on subit ces pathologies-là parce qu'ils sont multidisciplinaires et peuvent vraiment en fait permettre aux personnes de se relever beaucoup plus rapidement finalement, puisqu'ils sont pris en soin dans une globalité et physique et psychologique. Mm. Ouais, ce qui est tout à fait adapté effectivement dans le cadre de la dépression ou du burn-out, hein, corps et esprit, tout est lié. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et le burn-out que tu as traversé, il est récent? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Eh bien, c'était en 2022. Paradoxalement, c'est quand je travaillais dans ce centre expert en dépression et burn-out. C'était l'ouverture d'un établissement dans ma ville. Donc, il y avait tout à créer. C'était un projet génial dans lequel je me suis énormément et finalement trop investie de manière consciente, c'est-à-dire que j'avais très envie de pouvoir mettre toute mon énergie là-dedans parce que euh, j'avais un peu carte blanche finalement par les médecins pour pouvoir créer des ateliers, etc. Bien sûr, ils validaient derrière, mais si tu veux, pour une infirmière, c'était vraiment une sacrée opportunité. Et j'ai commencé à sentir au bout de... donc j'ai commencé en avril, j'ai commencé... Et vers le mois de juillet, j'ai commencé que ça commençait à être vraiment compliqué pour moi. Mm. Compliqué en termes d'émotion, de sensibilité du coup, de fatigue aussi.
J'ai tiré une première fois la sonnette d'alarme en allant voir mon supérieur, en lui expliquant que il m'en mettait un petit peu trop sur le dos et j'avais peur de ne pas pouvoir gérer. Mhm. Et il m'a gentiment dit qu'il me faisait confiance et que Mhm. il comptait sur moi. D'accord. Et donc, ça, c'était un peu une sonnette d'alarme. Et comment ça s'est passé par la suite, hein? Du coup, tu as Alors, été arrêté ou comment? Ou tu t'es dit non, j'y vais parce que ben, il me fait confiance, hein. alors, j'ai eu des congés, quelques jours de congés, par la suite, 15 jours. Et là, je me suis dit, je vais m'écrouler parce que j'en peux plus. Et finalement, c'était super paradoxal puisque pas du tout. J'étais pleine d'énergie. Je dormais encore très peu alors que j'aurais pu faire des grasses matinées, etc. Je me suis pas écroulée à ce moment-là. Ça a été assez étonnant. Mais je pense que finalement, je j'étais dopée à la cortisone au cortisol, pardon, et qui fait que ça me permettait de tenir. Je travaillais aussi pendant mes vacances sur la création d'ateliers, etc. Parce que j'avais très peu de temps finalement pour le faire en présentiel. Et mes heures étaient rémunérées, bien sûr. Je me suis écroulée finalement un matin d'octobre où j'ai pas pu sortir de mon lit. Hmm. C'est mon corps qui m'a arrêtée finalement. Ouais, c'est bien souvent comme ça que ça se passe, hein. Le corps sait que lui, il est au bout de ses ressources et qu'il n'a plus la possibilité de produire autant de cortisol, hein, pour continuer à nous faire tenir, hein. Et comment ça s'est passé? Alors, du coup, tu n'arrivais plus à sortir du lit. Oui, en fait, j'étais pleine de contractures, ce qui fait que tout mon corps me faisait mal. J'avais Hmm. vraiment très très mal. J'ai voulu tout de suite aller voir mon ostéopathe qui m'a pris du coup rapidement, enfin dans la journée, et il m'a dit je ne peux rien faire pour toi Hmm. parce que tu es entièrement contracturé. Il faut que tu ailles voir ton médecin traitant et voir ce que lui il peut faire. C'est donc ce que j'ai fait. Je suis allée voir mon médecin traitant et lui, il m'a prescrit du Valium. Hmm. Alors le Valium, c'est un anxiolytique qui est Hmm. assez puissant. Hmm. J'en avais jamais eu jusque-là, même pour mes dépressions, etc. Et le Valium, alors certes, ça m'a détendu, hein, mais ça m'a aussi couché, ça m'a donné envie de dormir, voilà. Et finalement, 2 semaines après l'arrêt du corps, c'est la tête qui a pris le relais avec vraiment ben, une sorte de dépression, finalement, d'épuisement qui s'en est suivi. Hmm. Avec, ben, on sent hein, qu'on coule complètement vers le fond. J'ai été jusqu'à ne plus pouvoir faire de phrases, jusqu'à ne plus pouvoir comprendre ce qu'on me disait. Jusqu'à faire rien que par exemple vider le lave-vaisselle, c'était pour moi la seule tâche que je pouvais faire dans ma journée et j'étais complètement essoufflée, à bout, j'en pouvais plus. J'ai eu vraiment très très peur. Hmm. Merci de partager tout ça parce que je sais que parfois ça peut être un peu difficile aussi, hein, de revenir sur l'épisode et de se rendre compte aussi de jusqu'où on est allé finalement et de ce que le corps a dû supporter. Parce que moi, effectivement, souvent dans le burn-out, c'est le mental, hein, qui veut tenir, tenir, tenir. Le corps lâche en premier et puis derrière, on peut effectivement avoir ce que tu décris, hein, des symptômes dépressifs ou des symptômes, des troubles anxieux généralisés. Mm. Parce que ben, il y a plus de ressources nulle part en fait, hein. Mm. Oui, c'est ça. J'ai surtout ressenti, tu vois, de la honte parce Mm. que je suis soignante, je suis informée des processus et j'accompagnais des gens qui traversaient des burn-out qu'on avait traversés. Mm. Ils pouvaient me raconter hein, les différentes phases par lesquelles ils étaient passés et même moi, je leur enseignais comment on repérait un burn-out, etc. Et finalement, je suis malgré tout tombée dans le panneau. Mm. J'étais à ce moment-là aussi suivie par un psychiatre à ce moment et quelque part aussi, je lui en veux de m'avoir laissé. Je lui en veux de ne pas m'avoir, de pas avoir vu lui aussi De finalement ne pas t'avoir alerté. que j'allais droit dans le mur. Ouais. Ouais, de ne pas t'avoir alerté. Mais honnêtement, est-ce que tu penses que tu l'aurais écouté?
Je ne pense pas parce que vraiment, comme je te l'ai dit, c'était consciemment que j'y mettais toute mon énergie. Je cherchais simplement à aussi fuir quelque chose de ma réalité, qui Mm. était un événement très stressant que j'avais vécu bah, justement le même mois, au mois d'avril. Et pour essayer de ne pas trop ressasser cet événement assez traumatique finalement pour moi, je me suis vraiment réfugiée dans le travail et j'étais très heureuse de pouvoir le faire. Ouais, il n'y avait plus d'espace pour autre chose en fait, hein. Ouais, Non, pas ouais. du tout. Pas du tout. Alors effectivement, dans les personnes qui vont jusqu'au burn-out, c'est un profil particulier. C'est des personnes qui sont surengagées, surinvesties à cet endroit du travail au détriment des autres aspects de leur vie. Ce que tu décris, c'est assez caractéristique. Alors pour toi, effectivement, il y a eu un événement particulier qui t'a poussé à fonctionner de cette façon-là. Parfois, ça peut être aussi une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être peu importe en fait, on mobilise toutes ces ressources à cet endroit-là pour pas voir finalement ce qui se passe dans le reste Oui, de la oui, tout vie. à fait. Ouais. Tout à fait. Et pour en revenir à ton psychiatre, c'est vrai que je te questionnais là-dessus parce que souvent on n'entend pas en fait les signaux d'alerte. L'entourage parfois alerte, le médecin alerte parfois une première fois, mais moi ça fait 6 ans que j'accompagne sur le sujet. Euh, Bien souvent, c'est le corps à un moment qui dit stop. Parce que tant qu'on est encore dans le mental, on dit, bon, non, ça va aller, ça va passer. Non, mais c'est juste passager, je vais me remettre, il n'y a pas de souci. Sauf que quelque part, au fond de nous, quand même, on sent qu'on n'est plus que la même personne qu'avant. Il y a quelque chose qui est en train de changer ou de bouger. En tout cas, pour moi, c'était comme ça que ça se manifestait. J'étais extrêmement émotive, très sensible. Moi, je pleurais en allant au travail, j'avais la boule au ventre. Chaque matin, je me demandais ce qui allait se passer, parce que j'étais pas à ma place, en fait, dans ce poste. En tout cas, avec du recul, mais je me forçais parce que j'avais 5000 injonctions dans ma tête qui me disaient qu'il fallait que. Et ouais, on n'écoute pas. On n'écoute pas et c'est le corps qui nous met au tapis pour qu'on comprenne, malheureusement, qu'il faut changer quelque chose. Oui, alors que moi, la différence, je me sentais vraiment bien sur ce lieu de travail et jusqu'au bout, j'ai eu vraiment cette impression d'être un peu un super-héros, tu vois, d'avoir Mhm. vraiment la force euh, de continuer, de sauver le monde, etc. finalement. Et Mhm. c'est vraiment parce que voilà, ce corps m'a arrêté. Donc j'en ai beaucoup voulu parce que je me suis dit, mince, si toi tu t'arrêtes, je sais que la tête va suivre et c'est pas ce que je veux, donc il faut vite que je retourne au travail. Mhm. Mais finalement, c'était pas possible. Et du coup, après, voilà, comme je te disais, je me suis vraiment excusée auprès de mes pairs de dire, je suis désolée, mais euh, je m'en voulais vraiment, tu vois, d'être tombée dedans. Mhm. Mhm. Et oui, on passe aussi par toutes ces émotions, la honte, la culpabilité, le sentiment d'avoir failli, de ne pas avoir réussi, d'avoir échoué. Bon, selon chaque personne, on va mettre quelque chose derrière, mais c'est très caractéristique aussi Ouais, de... souvent, les gens, ils disent qu'ils ont été faibles Mhm. finalement, puisque eux sont tombés Mhm. et pas les autres. Et pas les autres, ouais. C'est ça. Mais bon, tu le sais sans doute aussi, le burn-out, il vient, il est créé de la rencontre entre une personnalité et un contexte organisationnel, hein. Donc, parfois, effectivement, on est sur les risques psychosociaux et du coup, l'entreprise, effectivement, commet une faute aussi, hein, au niveau du Code du travail, par rapport à la protection de la santé physique et mentale de ses collaborateurs, avec peut-être d'une surcharge de travail, avec du harcèlement, des agressions verbales ou physiques. Effectivement, on peut aller très loin aussi. Mais cette personnalité qui en est nous aussi, elle Mm. rentre en ligne de compte. Et ça, parfois, c'est un peu difficile. C'est la pilule un peu difficile à avaler quand on arrive à un moment à prendre du recul sur ce qui s'est passé. Parce que parfois, on culpabilise, mais on peut aussi rejeter la faute sur l'entreprise. Ou alors on culpabilise et on prend tous les torts. Alors qu'en fait, c'est comme dans les relations amoureuses, c'est la rencontre entre les deux qui matche pas ou qui matche plus. Et comme tu disais, on peut être très passionné et brûlé,
comme on peut être dans une période où on perd son sens. Alors moi, j'étais très passionnée hein, quand j'ai pris mon poste, mais au bout d'un moment, j'y trouvais plus forcément mon compte, mais j'ai pas écouté. Hein. Mmh. Ouais, ouais, c'est exactement, ça, ce que tu peux dire. Je m'y retrouve, tout à fait. Mm. Entre, cette personnalité, perfectionniste finalement qui est là pour, masquer une certaine faible estime de soi. Mm. On a envie de se prouver et de prouver aux autres, qu'on a de la valeur. Mm. Mm. Et puis, je savais pas dire non aussi. C'est-à-dire Mm. que quand on me demandait, des services, des choses à faire en plus et cetera, je ne savais pas dire non. Mm. Même si je savais que j'avais besoin de dire non, je ne pouvais pas. Mm. Et là, l'entreprise, en profite, enfin, puisque eux, c'est une aubaine en fait, d'avoir un employé qui répond oui quand ils sont en difficulté. Mm. Heu et plutôt que de nous protéger, ils préfèrent prendre ce qu'on leur donne. Oui, et puis bon, dans le burn-out, hein, ce sont les bons éléments en général aussi hein, qui brûlent. Hein. Donc, ça va être parfois dans un service, moi je l'entends aussi beaucoup, hein, sur une surcharge d'activité, ben, ça va toujours être la même personne qui prend, effectivement, parce qu'elle travaille bien, elle travaille vite, etc. Sauf qu'à un moment, c'est juste trop. Et comme tu dis, de ne pas mettre suffisamment les limites parce qu'on est boosté à cette forme de reconnaissance aussi. On nous donne du travail en plus, donc ça veut dire effectivement qu'on fait bien notre travail. Sauf qu'à un moment, ben, voilà, les journées font que 24 heures, hein, donc on ne peut pas non plus travailler non-stop. Mm. Et c'est vrai ce que tu dis parce que, d'ailleurs mes collègues me disaient souvent: c'est toi la chouchoute». Mm. Donc comme tu dis, oui, effectivement, il y a cette recherche de reconnaissance aussi, qu'on vient Mm. chercher, quand on va jusqu'à brûler finalement. Ouais. Bah, il se passe beaucoup de choses hein, sur le système, enfin sur cette rencontre entre la personnalité, le contexte organisationnel. Hein. Sur la personnalité, on va être sur tout ce qui te pilote hein, de manière inconsciente, hein, ce pilotage automatique hein, qui s'est mis en place dans ton enfance et au fil de ton parcours de vie. Donc, le sois parfaite, le fais plaisir, sois forte, dépêche-toi. Donc, de mettre en lumière tout ça, moi, je trouve ça intéressant dans son parcours de reconstruction, surtout aussi si on se lance dans l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, on va être les premières à se mettre la pression pour que ça marche. Effectivement, j'ai pu, repérer parce que depuis, eh ben, je suis devenue entrepreneuse je me suis dit que quand même c'était même encore plus simple finalement, d'aller vers un burn-out quand on était à son compte parce que si on ne se met pas, des limites et ben, on a tendance à pas en avoir et être, j'ai eu ça surtout au tout début où je me lançais, où j'avais besoin finalement pour me dire que j'avais bien travaillé ma journée, d'être productive et Hmm. d'avoir Hmm. produit énormément de choses. Si je n'avais pas produit, ça veut dire que j'avais rien fait, de bien de ma journée. Je vois très bien de quoi tu parles. Sauf que, bon, en général, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, moi, je pense que bon, ce qui est intéressant à faire, c'est de déconstruire effectivement tout ce qui nous a forgé, en tout cas de le mettre en lumière, pas forcément de tout déconstruire et tout mettre à la poubelle, mais de bien savoir comment on fonctionne pour que dans l'entrepreneuriat, on ne reproduise pas les mêmes schémas. Parce qu'on est passionné en général. Quand on se reconvertit vers quelque chose qui nous anime, on est passionné, donc on ne peut ne pas compter ses heures, on peut travailler le week-end, travailler le soir, mais en conscience, c'est-à-dire, ok, on peut travailler le week-end, mais est-ce qu'il reste encore suffisamment d'espace pour le reste de la vie? C'est ça, tout à fait, tout Ouais, à fait. ouais. Pour ben, l'activité physique, c'est mon côté naturel qui va parler pour mettre le corps en mouvement, pour penser à bien manger, à bien dormir, pour se relaxer. Ça peut être une chance aussi d'être à son compte hein, pour pouvoir adapter son emploi du temps. On parle beaucoup de la liberté d'entreprendre, mais Et à bah, quel tout prix à aussi? Oui, oui, oui. Non, mais exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'être entrepreneuse, ça me permet de, lever le pied quand, j'en Mm, peux plus, sans avoir besoin de demander finalement la permission à qui que ce soit, d'avoir des périodes où je vais travailler énormément et des périodes où je vais beaucoup moins travailler, mm, sans avoir besoin toujours de demander: «Est-ce que je peux travailler, cette semaine à 120 et la semaine d'après je serai qu'à 60 et cetera. mm, Donc c'est vrai que pour allier finalement ça
sa santé avec son emploi, c'est très intéressant, je trouve. Mm. Si, bien sûr, on arrive à se mettre nos limites, ce que j'appelle mes airbags. Euh, et moi, comme j'ai beaucoup de difficultés à poser moi-même mes limites, j'ai besoin finalement de faire appel à des choses extérieures. Par exemple, tu vois, je vais à des cours de yoga, je vais à Mm. des cours de qigong parce que si je me disais, j'avais une application au départ pour pouvoir le faire de chez moi, mais en fait, je le mettais jamais en place Mm. parce qu'il y avait toujours plus important que de prendre du temps pour Mm. moi. Je vois très bien de quoi tu parles. Moi, j'ai essayé tout plein de stratégies, hein. Oui, le sport à la maison, définitivement. Je n'y arrive pas parce que je vais toujours faire passer d'autres trucs avant, sans forcément que ce soit que le travail, hein, mais voilà, je me connais. Du coup, j'ai essayé les blocs-temps aussi. Ça ne marche pas sur ma façon de fonctionner. Je ne fonctionne définitivement pas comme ça. Donc, là aussi, en tant qu'entrepreneur, on apprend comment, voilà, comment fonctionner différemment hors d'un système classique pour travailler aussi en fonction de son niveau d'énergie. En tant que femme, je trouve ça intéressant aussi. Souvent, je fais le lien avec le cycle menstruel. Il y a des périodes dans le mois, quand on n'est pas sous contraception, on le sent encore plus. On a des périodes dans le mois, notamment avant l'ovulation, on va être beaucoup plus boosté par les œstrogènes qui ont une action sur la dopamine, cerveau, donc tout ce qui nous permet de passer à l'action, d'aller de l'avant. Et en deuxième phase de cycle, on est plus sous l'influence de la progestérone, du coup plutôt calmante, relaxante. Et là, on va être plus sur une période un peu plus de repli, ou en tout cas ouais, de réflexion. Mm. Oui, tout à fait. Ouais. Et tu vois, je voulais te dire que avant, lorsque j'étais salariée, du coup, enfin, ou fonctionnaire même, j'avais tendance à fonctionner en tout ou rien. Mm. Et du coup, dans mon travail, j'avais tendance à me donner toujours à 200%, d'aller jusqu'à l'épuisement. Et puis au moment de l'épuisement, j'allais voir mon médecin, je lui disais, bah, j'en peux plus. Il suffisait qu'elle prenne ma tension, etc., pour voir que j'étais au bout du bout. Mm. Elle me prescrivait un arrêt souvent de 15 jours. Et hop, j'étais repartie pour 6 mois en étant ensuite encore à nouveau à 200%. Et puis, suite à mon burn-out, j'ai changé du coup de psychiatre en cours de burn-out parce que pour différentes raisons, mais ça faisait longtemps, ça faisait 10 ans qu'il me suivait celui-ci, et puis il m'apportait plus rien finalement. Et Mm. moi, j'avais besoin finalement d'outils pour pouvoir sortir le plus vite possible la tête de l'eau parce que j'avais encore envie de retourner au travail. Et, hum, et donc c'est lui, ce nouveau psychiatre-là, qui avait pris en charge mes arrêts maladie. Et un jour, donc je retravaillais, je le voyais régulièrement. J'arrive dans son cabinet, je lui dis, voilà, je suis épuisée. J'attendais de lui qu'il me mette en arrêt parce que vraiment, j'étais épuisée. Et là, il m'a dit, Aurore, je vous ferai pas d'arrêt maladie. Il va falloir vous débrouiller autrement, mais vous pouvez plus fonctionner en tout ou rien. Boum. Ah, je peux te dire que j'ai pleuré là. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce Mm. que j'attendais toujours à chaque fois le dernier moment, tu vois, pour Mm. sonner. C'était vraiment pas des arrêts de confort, c'était j'en peux plus. Mm. Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais je vais mourir là, je vais couler, c'est pas possible. Mm. Donc ça a été très difficile à avaler. Je me suis presque sentie trahie sur le moment de dire, bah, il fait pas son job de médecin. Et ça m'a permis de revoir complètement ma façon de fonctionner. Dis-toi que finalement, j'y suis arrivée. J'ai réussi à lever le pied. Mm. Alors, j'étais plus que, finalement, je gardais plus que mon énergie pour le travail. Du coup, alors, c'est pas bien, hein, mais j'avais pas le choix puisque j'étais pas en arrêt maladie. Tout ce qui était à la maison, tâches ménagères avec les enfants, tout ça, je l'avais fait sauter pour Mm. préserver vraiment mon énergie, pour pouvoir me régénérer entre mes phases de travail. Et très doucement, j'ai pu remonter la pente pour revenir à un état d'équilibre. Mm. Ouais, c'est un mal pour un bien, c'est difficile hein, sur le coup, j'imagine, mais bon, je pense qu'il a dû savoir à qui s'adresser et qu'il n'avait plus d'autre solution hein, que de te forcer à apprendre à faire autrement.
Ah ben c'est Ouais. sûr, parce que s'il y avait personne pour faire ça, j'aurais continué à être comme ça pendant encore, je pense, des années, voire pour toujours. Mm. Mm. Est-ce que aujourd'hui, tu aurais un conseil à donner à des femmes qui traversent, qui glissent vers l'épuisement ou qui sont en train de traverser le burn-out? Oui, j'aime beaucoup utiliser l'outil, bah, comme je disais, des airbags. En Mm. fait, ça part du principe que quand tu vas vers un burn-out, toute ton énergie vitale disponible va avoir tendance à prendre de la place et à prendre ton énergie dédiée au travail, tu vois. Mm. Et donc, du coup, pour éviter que ton énergie vitale disponible égale ton énergie dédiée au travail, on met en place des airbags qui sont, par exemple, tous les jours, je vais prendre 10 minutes pour lire un livre parce que j'adore lire. Mm. Tous les week-ends, je vais prendre un bain moussant avec des huiles et de la musique pendant 1 heure parce que j'adore prendre des bains et ça me fait beaucoup de bien. Mm. Euh, Tous les 2, 3 jours, je vais faire 20 minutes de marche ou d'activité sportive ou quoi, parce que en pleine nature, en plus, c'est encore mieux, parce que ça va me faire du bien. Et tu vois, à partir du moment où on n'arrive plus à mettre en place nos airbags parce qu'on est trop épuisé, la sphère qui doit sauter en premier, c'est la sphère travail. Ouais, c'est Voilà. très juste, hein, tout ce que tu dis. En tout cas, merci beaucoup, Aurore, pour notre échange, hein. Comme toujours, là, je trouve ces témoignages bouleversants, poignants, mais j'aime beaucoup aussi donner cette lueur d'espoir à toutes celles qui sont en train de traverser le burn-out. Il y a une vie après, où on retrouve un nouvel état d'équilibre. Mm. Tout à fait. Et souvent, les gens, quand ils ont traversé un burn-out, au départ, ils disent toujours, je veux redevenir celui ou celle d'avant. Et nous, forcément, on leur déconseille en disant, mais Mm. regardez où ça vous a amené. Mm. Il faut que vous soyez différemment. Et là, il y a tout un travail de résilience, finalement, Mm. à faire, C'est ça. qui n'est pas évident, qui prend plus ou moins de temps en fonction des gens. Mm. Mais c'est parce que c'est pour aller vers quelque chose, finalement, de meilleur, c'est-à-dire un chemin de vie qui nous convient beaucoup mieux Mm. que celui qu'on prenait auparavant. Ouais, effectivement, le burn-out, il nous transforme en une nouvelle version de nous, ni mieux ni moins bien, mais on va dire plus alignée, plus consciente Mm. de nos besoins, nos propres besoins. C'est ça, tout à fait. Je te rejoins. Merci Aurore, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi aussi, Séverine.